ce journal, le conseil gouvernemental de ce mercredi a adopté le projet du budget de l'année 2020. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 061 milliards de francs CFA. Ce budget entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020 sous le mode budget-programme. À l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif au système national de la métrologie a obtenu l'approbation aussi des députés de la Commission économique. Le projet a été porté à l'hémicycle par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Les détails dans ce journal. Et à la CEI, ce jour, l'actualité était à la passation de charge entre Puibière Koulibaly Ibrahim et Youssouf Bakayoko. Le nouveau président de la CEI a reçu de son prédécesseur les grandes lignes de sa fonction. Bienvenue dans ce 23h. Le gouvernement ivoirien a tenu ce jour son traditionnel conseil des ministres. La réunion a été le lieu d'adoption d'importantes décisions parmi lesquelles le projet de budget de l'année 2020. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 061 milliards de francs CFA. Ce budget entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020, date à laquelle la gestion des finances publiques basculera du mode de gestion de budget par moyen en mode budget, programme. Le point de la session du jour par Jérôme Kofi Abola. Le prix Borchamp du cacao fixé pour la campagne 2019-2020 à 825 francs CFA le kilogramme, c'est l'une des informations émanant du Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence, comme d'habitude, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un prix en augmentation. Quand on le compare à celui de la campagne précédente, il se dégage une hausse nette de 75 francs CFA. Le Conseil a été informé de la fixation du prix Borchamp du cacao pour la campagne 2019-2020, fixé à 825 francs CFA le kilogramme. Ce prix vient en nette amélioration par rapport au prix de l'année dernière qui était fixé à 750 francs CFA le kilogramme, soit une amélioration de 10%. Cet effort consenti par le gouvernement à l'attention de nos parents, les paysans, se fait dans un contexte où les cours mondiaux sont marqués par une tendance fortement baissière. Au cours de cette réunion, on a également parlé d'état civil au titre des projets de décret. Il en ressort que des bureaux d'état civil vont être créés. Le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'application de la loi du 19 novembre 2018 relative à l'état civil. Ce décret organise en application de la loi sur l'état civil les modalités de création des bureaux d'état civil ainsi que des points de collecte communautaires. Il définit les procédures de nomination ainsi que les missions des agents de l'état civil et des agents de collecte communautaire. Il précise en outre les compétences des chefs de mission diplomatique, des chefs de poste consulaire et des chefs de contingent de militaires et marins en mission à l'étranger, ainsi que des personnes habilitées à les suppléer en matière de recueil et d'enregistrement des faits d'état civil. Ce décret affine par ailleurs la nomenclature des registres d'état civil et confie l'exclusivité de la confection à l'imprimerie nationale en vue d'assurer leur uniformité sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les circonscriptions d'état civil consulaire. Le Conseil des ministres ce jour a été aussi l'occasion de dévoiler le budget de l'année 2020, un budget qui, en charge et ressources, s'équilibre à 8 061 milliards de francs CFA. Particularité, on passe de l'état de budget moyen à l'état de budget programme structuré en 35 dotations. À la différence de la budgétisation basée sur les moyens qui était appliquée depuis les indépendances, 2020 consacrera en effet le basculement en mode budget-programme qui matérialisera la mise en œuvre effective de la deuxième génération des réformes initiées par l'UEMOA dans la gestion des finances publiques. Cette nouvelle approche de budgétisation privilégie un cadre programmatique pluriannuel associé à des objectifs en vue d'atteindre
des résultats prédéfinis, mesurables par des indicateurs de performance annuels qui favorisent la responsabilisation des acteurs et le renforcement du contrôle. Élaboré sur la base de cette nouvelle approche, le budget de 2020 est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 8 061 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 9,9% par rapport au budget 2019, dont le montant était de 7 334,3 milliards de francs CFA. Par ailleurs, on retient que le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra prochainement dans la région du Hambol. Selon le Conseil des ministres, il s'agit d'une visite d'État qui va se dérouler dans le mois de novembre prochain. Elle vient pour juste un rappel après celle qui a eu lieu récemment dans la région d'Unzi, plus précisément du 25 au 28 septembre dernier. Palais présidentiel à l'hémicycle ivoirien, à l'Assemblée nationale, il a été adopté hier 2 projets de loi. L'un est relatif au système national de la métrologie et l'autre projet de loi porte ratification de l'ordonnance sur la concurrence. Les 2 textes ont pour objectif de contribuer à la lutte contre la vie chère. Ils ont été présentés à la commission économique de l'hémicycle par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Moussa Konaté. C'est un projet de loi qui vient renforcer la politique de métrologie de l'État ivoirien. Le projet de loi relatif au système national de métrologie en Côte d'Ivoire est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Par le passé, nous avions une structure dédiée à l'industrie, à la métrologie industrielle, et une autre structure au niveau du commerce dédiée à la métrologie légale. Donc, pour se conformer aux dispositions communautaires, nous avons proposé ces tests-là pour la création d'une structure, une structure unique en termes de métrologie, qui sera la structure nationale de métrologie en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu à aménager en tout cas le test de 2016, à l'effet d'avoir vraiment un nouveau test qui soit totalement conforme aux dispositions communautaires de l'UEMOA en matière de métrologie. Les députés ont aussi adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la concurrence. Ce que nous constatons, même si les efforts sont faits en amont, le prix final au consommateur souvent n'est pas impacté comme nous le souhaitons. Donc la prise en tout cas de ce type d'instrument, cette ordonnance qui sera ratifiée, nous permettra en tant qu'État d'avoir désormais les instruments qu'il faut pour agir sur le marché, mais tout en respectant les règles, tout en recueillant préalablement l'avis de la Commission de la concurrence. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, ces projets de loi participent à la lutte contre la vie chère et s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. À Yamoussoukro, 2 autres projets de loi ont été adoptés par le Sénat. Le premier porte sur l'institution du service civique et quant au deuxième, il vise la célérité dans la procédure des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires inscrits au régime paramilitaire. Le texte a été présenté par le ministre de la fonction publique. La CEI a un nouveau président. Le nouveau président a officiellement pris fonction. Il a reçu ce jour de l'ancien président de l'institution, Youssouf Bakayoko, les charges liées à sa fonction. Le compte-rendu de cette cérémonie de passation de charges par Abdoulaye Koné. Entre le président sortant et le président élu, la poignée de main est chaleureuse. Après un entretien tête-à-tête, les 2 hommes procèdent à la passation de charges, le couronnement de la fin du mandat de Youssouf Bakayoko. La CEI constitue l'un des principaux maillons de la dialectique démocratique à l'œuvre dans notre pays. Et je reste persuadé, Monsieur le Président, que vous allez poursuivre et amplifier le mouvement. Il importe donc, Monsieur le Président, que la CEI amplifie, de concert avec les autorités étatiques compétentes et les organisations de la société civile, ces actions de sensibilisation de notre classe politique et de nos populations à la conscience citoyenne, à la promotion des lois électorales, c'est-à-dire au respect strict des règles du jeu démocratique. À la suite de son prédécesseur, Cuibière Ibrahim Koulibaly a remercié la commission centrale sortante. Le nouveau président a salué le travail abattu durant ces 9 années.
Je voudrais, au nom de tous les commissaires ici présents, dire que vous êtes un homme de devoir. Et je me rappelle bien, il avait été question de désigner un superviseur pour Yopougon. Et je me rappelle, vous m'avez dit, Cubière, je souhaiterais que vous partiez à Yopougon. Et je suis parti, et vous m'avez rassuré, rien ne va se passer, tout va bien se passer, et tout s'est bien passé. C'est également en exécution de ce que vous avez dit ce jour-là que nous allons mener notre mission. On fera de sorte à mériter la confiance de la nation. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire, merci pour tout ce que vous avez fait pour la Commission électorale indépendante. Célébré par les agents de la Caisse de solidarité de l'institution, Youssouf Bakayoko s'en va avec les honneurs. Cuibière Ibrahim Koulibaly s'installe, prêt à affronter de nouveaux défis. La préoccupation de l'emploi des jeunes a suscité une séance de travail le 30 septembre dernier entre le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, et le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Ils ont tous deux examiné les aspects de formation et d'insertion professionnelle de plus de 25 000 jeunes ivoiriens. Tous sont demandeurs d'emploi dans le secteur du tourisme. Jean-Marc Djadji. Le secteur touristique contribue au produit intérieur brut PIB de la Côte d'Ivoire à hauteur de 8% selon le ministère chargé du tourisme. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes veut saisir cette opportunité pour leur insertion professionnelle. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, reçoit son homologue Mamadou Touré pour une séance de travail. Objectif : examiner ensemble un chronogramme d'employabilité et de mise en formation de 25 000 jeunes aux 27 métiers du tourisme. J'ai rencontré mon collègue du tourisme avec donc des partenaires techniques du ministère du Tourisme pour explorer les possibilités de formation et d'insertion de jeunes dans le domaine. Nous savons que la stratégie nationale au niveau de la Côte d'Ivoire autour d'un projet que le ministre a bâti qui est Sublime Côte d'Ivoire doit permettre dans les prochaines années d'offrir beaucoup d'opportunités et souvent que les jeunes ne connaissent pas. Nous allons discuter avec les fêtiers constitués de notre secteur, aidés en cela par notre collègue, pour que toutes ces formations soient doublées d'apprentissage et d'immersion en entreprise. Des structures de formation, partenaires du ministère du Tourisme, se sont engagées à développer les compétences des jeunes dans les métiers d'hospitalité à travers le digital. L'insertion professionnelle des jeunes dans le tourisme s'inscrit dans le cadre du projet Sublime Côte d'Ivoire à échéance 2025 et plus globalement dans le programme social du gouvernement. Et notre séance de travail et de réflexion sur une préoccupation tout aussi importante et actuelle que l'emploi des jeunes. Il s'agit de la migration irrégulière, un atelier d'échange et de réflexion sur le rôle des comités départementaux et régionaux de lutte contre la migration irrégulière s'est tenu entre les lundis 30 septembre et mardi dernier, hier 1er octobre à Grand-Bassam. Le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a dit être satisfait des nombreuses actions de sensibilisation en cours pour freiner le fléau. Plus de détails sur cet atelier dans ce compte-rendu d'Abdoulaye Koné. Pays d'accueil, de transit et de départ, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un lieu privilégié pour les différents réseaux de migration irrégulière. Sur le phénomène, l'Union européenne interpelle la jeunesse africaine. La Côte d'Ivoire, et je l'ai dit aujourd'hui et je le redis ici, c'est une terre d'opportunités. C'est un pays avec un potentiel d'investissement absolument extraordinaire, avec une jeunesse qui représente 70%. Et cette jeunesse, le gouvernement est en train de la mobiliser et nous, on soutient cet effort avec des formations professionnelles, avec des financements, avec des opportunités. En Côte d'Ivoire, entre 2017 et 2018, 250 000 migrants potentiels et leurs communautés ont été sensibilisés sur les risques et alternatives à la migration irrégulière. Et même si les résultats sont probants, l'OIM, accompagné des partenaires techniques et financiers, veut continuer la sensibilisation. L'atelier de ces 2 jours va vraiment être l'occasion de renforcer encore tous ces mécanismes au niveau local, de réfléchir sur le rôle des autorités locales et comment les appuyer dans leur rôle, sensibiliser, appuyer la réintégration, travailler sur les opportunités alternatives à la migration irrégulière. Sur le sujet, le gouvernement ivoirien appelle à renforcer le dispositif de lutte. La lutte contre
L'immigration irrégulière ne saurait être l'apanage d'un seul ministère, aussi efficace soit-il. C'est une affaire qui concerne tout le gouvernement, c'est un sujet transversal et une affaire qui implique tous les Ivoiriens, mais aussi tous nos partenaires extérieurs qui nous accompagnent. Cet atelier devrait permettre de finaliser les projets de texte liés aux comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière et leurs modalités de mise en œuvre. Aux États-Unis, le Conseil de sécurité réfléchit aux moyens de renforcer le partenariat avec l'Afrique pour promouvoir la paix et la sécurité. L'Afrique étant le théâtre d'un grand nombre de conflits, une réunion au niveau ministériel sur les partenariats pour le renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent a été impulsée par la Fédération de Russie qui présidait les travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies en septembre dernier. Le Conseil veut ainsi identifier les voies et moyens pour apporter des réponses pérennes aux problématiques de la paix et de la sécurité en Afrique. Suivons les explications de Michel Digré. La détérioration de la situation sécuritaire en Afrique de façon générale et en Afrique de l'Ouest en particulier nécessite une nouvelle approche d'intervention pour juguler cette insécurité grandissante. C'est le message livré par Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, au cours de cette séance d'information au Conseil de sécurité de l'ONU. Le terrorisme sur toutes ses formes et les trafics illégaux de tout genre sont insaisissables par les modèles anciens. Les coûts, les lourdeurs bureaucratiques, les modes de fonctionnement et de redéploiement opérationnel et tactique de ces modèles les rendent, disons-le franchement, inadaptés, inefficaces, obsolètes. Les besoins de nouveaux modèles, dotés de mécanismes juridiques, politiques, financiers et opérationnels mieux adaptés au contexte social, culturel et religieux des sociétés africaines reste à inventer. Mais en attendant d'y arriver, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire donne des pistes de solutions. Cette situation appelle de la part des organisations régionales des réponses urgentes et concertées, axées sur des partenariats stratégiques solides et mutuellement bénéfiques avec tous les acteurs bilatéraux et multilatéraux. Ces partenariats ne pourraient toutefois nous permettre de réaliser les résultats escomptés s'il ne repose sur une compréhension commune des dynamiques locales et régionales qui alimentent l'insécurité et l'instabilité. Je voudrais en citer quelques-unes. La pauvreté et le chômage qui servent de ferment à l'expansion des réseaux criminels transfrontaliers, de l'extrémisme violent et des groupes armés terroristes, les vulnérabilités liées à la gouvernance politique et institutionnelle et la faiblesse des capacités régionales et sous-régionales dans le domaine du maintien de la paix. La communauté internationale a réaffirmé son engagement pour un partenariat qui garantit la paix et la sécurité sur le continent. Et en Côte d'Ivoire, ici, l'édition 2019 du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat se tient jusqu'au 5 octobre prochain. Le thème retenu pour cette 7e édition est l'habitat pour tous. 300 personnes, 300 exposants y participent. Et l'édition 2019 veut être une plateforme d'échange qui prendra en compte une intégration des nouvelles façons de concevoir l'habitat de sorte qu'il s'adapte au changement climatique. Et le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ivoirien a invité les acteurs du secteur à rechercher des solutions innovantes pour offrir aux Ivoiriens des logements à prix abordables. Le reportage de Francis Boifo. 30 000 visiteurs attendus, 300 exposants cette année au Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat. Stéphane Afro et Guillaume Koufi, tous deux chefs d'entreprise, sont sur le site, non loin de l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, dans la commune de Port-Bouët, au regard des enjeux du salon. Qu'on puisse bien comprendre quelles sont les attentes du client, quelles sont les solutions que nos fournisseurs sont capables de nous apporter, quelles sont les solutions technologiques qui existent aujourd'hui, quels sont les grands mouvements de la législation, parce que c'est aussi un salon qui permet au secteur public et au secteur privé de se rencontrer. Sur un point qui est important, c'est celui du logement des Ivoiriens. Ce que je recherche, c'est des solutions innovantes en termes de climatisation, de performance énergétique. Archibat 2019, c'est également une opportunité pour les acteurs du secteur, du bâtiment et de l'architecture de proposer des solutions en vue de réduire le déficit du logement.
recommander en priorité les produits des entreprises locales qui ont pris le pari d'investir massivement et croire en la Côte d'Ivoire émergente. Cela permettra d'endiguer le flot massif des importations tous azimuts par un certain nombre de privés. Il nous appartient donc à tous d'entretenir et de développer cette chaîne d'union pour le bien des secteurs de l'architecture, de l'urbanisme et du BTP. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme salue l'engagement des acteurs à accompagner l'État dans son vaste programme d'accès au logement. Pour lui, il faut relever des défis. Premièrement, sur la disponibilité du foncier. Nous menons un grand nombre d'actions à ce niveau-là. Deuxièmement, il faut travailler à adapter la fiscalité aux acteurs du secteur et à faire en sorte que cette fiscalité-là encourage la production de logements. En Côte d'Ivoire, beaucoup est fait à ce niveau. Le troisième facteur qui est extrêmement important, c'est celui du financement. Et à ce niveau-là, nous recherchons avec les acteurs des solutions. Ouvert mardi, le salon de l'architecture du bâtiment Archibat 2019 s'achève dans 5 jours. La Côte d'Ivoire est à l'honneur en France à l'occasion du premier forum organisé par l'Institut Choiseul Africa. L'événement est une plateforme dédiée au partage d'expériences et au décryptage des tendances à l'œuvre dans le monde des affaires en Afrique. Et à ce rendez-vous, les communautés des affaires et des hauts dirigeants européens rencontrent l'Afrique en mouvement pour réfléchir sur des opportunités d'investissement sur le continent. Noël Niagno. Nice, capitale méditerranéenne, nous sommes dans le sud-est de la France. Pour 48 heures, le think tank indépendant et non partisan, l'Institut Choiseul, va réunir les décideurs les plus influents d'Afrique et d'Europe pour échanger sur les opportunités d'investissement en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays important, un pays qui connaît un développement économique rapide, qui est un pays ami bien sûr de l'Europe et de la France, mais aussi qui a montré à quel point il était en capacité de se développer, de se moderniser et de se tourner vers l'avenir. Pourquoi l'Afrique? Parce que l'Institut Choiseul, depuis 5-6 ans maintenant, développe une grosse activité sur l'Afrique, à travers notamment son classement, le Choiseul 100 Africa, qui identifie et liste les 100 jeunes leaders économiques africains les plus talentueux de leur génération. Pays à l'honneur pour cette rencontre interactive et de fertilisation croisée, la Côte d'Ivoire et son ambition de devenir un pays émergent, et elle sait ce que cela recouvre. L'émergence est un pari sur l'avenir. C'est pour tenir ce pari sur l'avenir et en sa qualité de pays à l'honneur que la Côte d'Ivoire a mobilisé à Nice des directeurs généraux, le gouverneur du district d'Abidjan, à leur tête le ministre auprès du Premier ministre en charge de la promotion des investissements privés. Esmaël Essis, en somme, du beau monde pour argumenter et convaincre les investisseurs, les décider et faire d'eux des partenaires pour le projet futur de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas ceux du reste de l'Afrique. Restons en France, cette fois-ci à Paris. La 41e édition du Salon mondial du tourisme dénommé IFTM Top Reza s'est ouverte hier mardi 1er octobre. La Côte d'Ivoire y est représentée par Côte d'Ivoire Tourisme, l'écotourisme ou encore le tourisme vert, le point principal de la participation du pays à ce rendez-vous mondial du tourisme, le point de Cheikh Koné. Bienvenue à l'IFTM Top Reza 2019, le rendez-vous par excellence de l'industrie touristique qui a ouvert ses portes ce mardi 1er octobre à Paris, en France. La capitale française va être transformée en capitale mondiale du tourisme dans toute sa diversité. Quoi de plus normal, la France reste la première destination touristique mondiale avec un chiffre record de 2,8 visiteurs chaque seconde, soit 89 millions de touristes en 2017. Je crois que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, être présent ici est indispensable parce que ça permet de toucher tous les décideurs du monde économique du tourisme français, de pouvoir également toucher des influenceurs. Et je sais que la Côte d'Ivoire est une destination appréciée. Et donc j'espère que tout se passe bien, mais c'est les échos que j'ai en ayant visité le stand de la Côte d'Ivoire. Donc à très bientôt parce que je serai moi-même visiteur en Côte d'Ivoire fin novembre. Donc voilà, j'ai tenu à montrer l'exemple. Durant 4 jours, le salon va réunir toute l'offre B2B touristique internationale avec des agents de voyage, des tours opérateurs, des offices de promotion ainsi que des compagnies aériennes. Pour marquer sa présence, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un stand de 100 mètres carrés avec une participation placée sous le signe du tourisme vert. Nous remercions tous nos opérateurs qui ont accepté
de venir sur le thème de la nature, la sauvegarde de la nature, des propositions directes. Et c'est cet écosystème que nous mettons en valeur, que ce soit effectivement dans la récupération d'objets pour faire en sorte que la nature elle-même prenne sa place. Aujourd'hui, nous avons certainement l'un des pionniers en la matière dans le monde qui utilise des objets récupérés pour un système de visite en Côte d'Ivoire sur la lagune. De nombreux visiteurs ont pris d'assaut le stand de la Côte d'Ivoire pour cette première journée. De la Côte d'Ivoire, mon pays, à travers Côte d'Ivoire Tourisme, qui a mis l'accent sur le côte tourisme, qui, ma foi, est une très belle initiative parce que ça permet en même temps de parler de tourisme et aussi de parler d'environnement. C'est intéressant de découvrir des produits typiques donc de la Côte d'Ivoire. On voit des pépites de cacao, par exemple, au gingembre. Effectivement, c'est très innovant et ça donne envie, en tout cas, de se rendre très prochainement à Abidjan. L'édition Topresa 2019, c'est la présence de plus de 1700 marques, 34 000 professionnels, la tenue de 150 conférences, le tout sur 33 000 m². L'Indonésie est le pays à l'honneur du salon pour la seconde année consécutive. Et sachez que l'écotourisme mis en avant par la Côte d'Ivoire à ce salon est une forme de tourisme centrée sur la découverte de la nature dans le respect de la culture locale. Quittons Paris pour la capitale politique ivoirienne. Yamoussoukro se tiennent depuis lundi dernier des travaux présidés par le président de l'association des médiateurs de l'UEMOA pour le renforcement des capacités de ces derniers sur les règles communautaires, notamment en ce qui concerne les directives et actes de l'UEMOA en faveur de l'intégration régionale et sous-régionale. Cette formation est rapportée ce soir par Léon Bro. Ils sont avec leurs collaborateurs, les médiateurs de Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Mali, Burkina Faso, Niger et Sénégal en 3 jours pour se familiariser avec les directives, règlements et décisions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un exercice pour harmoniser le droit de l'homme de l'ensemble des États membres. Ainsi, les médiateurs seront-ils capables de défendre les citoyens dans l'espace UEMOA? Accueillant ces travaux, le chef de l'institution ivoirienne s'en réjouit, y voyant comme le président de l'association des médiateurs de l'UEMOA des réponses aux défis de bonne gouvernance, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, des voies d'approfondissement de l'état de droit, de l'intégration sous-régionale et régionale. En tant que médiateurs, nous sommes là pour lutter contre la maladministration, contre les dysfonctionnements. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que sur les corridors, sur les routes, il y a des primates, il y a des tracasseries, il y a même des extorsions de fonds, des traitements inhumains et dégradants. Alors que nous sommes dans le même espace, cela ne doit pas être. Des exigences face auxquelles les efforts déjà consentis par l'Union sont salués tout en sollicitant davantage. Il s'agit d'accroître la force de la médiation pour l'intégration effective des États et des peuples de l'UEMOA, ainsi qu'en a tracé les sillons, feu le président Félix Houphouët-Boigny, dont les médiateurs de la sous-région ont salué la mémoire à l'entame même de leurs travaux. Et la ville historique de Grand Bassam est depuis 2 semaines le lieu de tournage du prochain long-métrage du réalisateur Philippe Lacote, le ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a apporté d'ailleurs un appui financier à ce projet, s'est rendu sur le lieu de tournage pour encourager toute l'équipe. Serge Coléa. C'est à Grand Bassam que Philippe Lacote et toute son équipe ont planté le décor du film La Nuit des Rois. Une incursion dans l'univers carcéral dans une version cinéma de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Durant plusieurs semaines, acteurs et techniciens vont multiplier les séquences dans cette prison de circonstances. L'histoire du film La Nuit des Rois, c'est une histoire qui se passe à la MACA, dans l'univers carcéral. Et c'est un jeune homme qui arrive en prison et qui est obligé de raconter une histoire durant toute une nuit. Et donc il va se faire appeler Roman. Et il doit raconter, pour survivre, il doit raconter une histoire toute une nuit. En visite sur les lieux, le ministre Maurice Bandaman est venu se rendre compte du bon déroulement de ce long métrage, soutenu par le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Ce sont 4 pays qui coproduisent ce film. La Côte d'Ivoire,
le Sénégal, la France et le Canada. Nous avons toujours soutenu que la culture est un vecteur de création d'emplois. La preuve est là. Nous avons près de 200 jeunes ici qui, au quotidien, travaillent, qui sont des techniciens, qui sont des acteurs, qui sont des figurants. Le décor naturel de la ville historique de Grand Bassam, les villes d'Abidjan et de Mans vont abriter d'autres séquences de ce film. Et durant la période des grandes vacances, la RTI a occupé autant qu'elle le peut la jeunesse ivoirienne par des programmes ludiques, parmi lesquels Variétoscope. Cette émission ayant occasionné des jeux, la direction générale de la RTI a procédé ce mercredi 2 octobre 2019 à la remise de lots et de véhicules aux gagnants du voting et du quiz Variétoscope 2019. 5 lauréats ont bénéficié au total de plus d'1 million de francs CFA et d'un véhicule du partenaire de l'émission New Sight Motors. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à tous.